Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du conseil VAE de la semaine et j'aimerais vous parler des 12 erreurs les plus fréquentes dans un parcours de VAE. Voilà, c'est une vidéo que vous avez été plusieurs à nous demander. Donc ce que je vous propose, c'est de me retrouver après le générique si le sujet vous intéresse et si vous souhaitez vous aussi éviter les pièges, les embûches que vous pouvez rencontrer dans un parcours de VAE. A tout de suite après le générique. Heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Je suis Julien Incart, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE et mon métier c'est la formation pour adultes. J'accompagne à la VAE depuis maintenant 2015 sur tout type de diplôme, sur tout niveau et dans tout domaine. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible et surtout, en tout cas je l'espère, réussir votre démarche de VAE. Alors, sans transition, passons directement aux 12 erreurs les plus fréquentes dans une démarche de VAE. Euh, Évidemment, c'est pas exhaustif, mais c'est vraiment celle que je constate moi le plus, à la fois auprès de mes candidats, auprès de moi d'ailleurs dans ma propre démarche, ensuite auprès des candidats que j'accompagne, et ils sont plusieurs centaines maintenant, et puis aussi auprès des candidats que je récupère. C'est-à-dire les candidats que je récupère, c'est soit ceux qui ont commencé une démarche tout seuls et qui ont abandonné et qui finissent par se dire je veux un accompagnement, donc ils me font part de leurs erreurs à ce moment-là, soit ceux que je récupère auprès d'autres consultants, de collègues et de consoeurs, de confrères et de consoeurs consultantes qui aussi me disent tiens il m'a manqué ça, etc. Alors, première erreur, c'est de choisir le mauvais diplôme. Et là, je pense que c'est vraiment l'erreur fondamentale, parce que si vous n'avez pas le bon diplôme dès le début, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de votre démarche, et même si vous y allez, vous risquez fortement de ne pas être validé. Et quand je vois le temps, l'engagement que c'est une démarche de VAE, je me dis attention évidemment à pas vous laisser, comment je vais dire ça, embarquer dans un projet pour qu'au final, au bout, vous n'ayez rien. C'est tellement d'investissement qu'il faut vraiment être vigilant à ça. Alors, choisir le bon diplôme, c'est une vraie méthode, une vraie technique. Il faut faire attention à ce qu'on appelle le référentiel de compétences. Ça part de là. Et votre projet doit vraiment partir de comment j'analyse le référentiel de compétences et comment je le mets en lien avec moi, ce que je fais en termes de pratique professionnelle. Et là-dessus, il faut lâcher, à mon avis, deux choses. La première, c'est le fait que ce que vous connaissez souvent, c'est la formation initiale. Donc, c'est-à-dire, je m'intéresse à un domaine, donc tiens, je vais regarder les diplômes et je vais aller dans cette formation-là parce que ça me plaît. Je me dis, tiens, un jour, je pourrais faire ça. Là, en VAE, c'est l'inverse, c'est-à-dire la validation des acquis de l'expérience, comme son nom l'indique, vous validez des acquis de votre expérience. Si vous n'avez pas l'expérience, vous ne pouvez pas prétendre au diplôme. Alors, je sais que ça peut être difficile parfois à entendre pour des candidats. Cette semaine, j'ai eu le cas, par exemple, des gens qui me disent « Oui, mais moi, je veux un autre diplôme que ce à quoi je peux prétendre. » Je le comprends, bien sûr, hein, on a tous envie aussi, moi-même, j'aimerais bien un doctorat. Pour l'instant, j'ai pas les capacités d'avoir un doctorat parce que j'ai pas l'expérience qui va avec. J'ai pas fait de publication scientifique, etc., etc. Donc je ne peux pas prétendre à ce diplôme, même si j'en ai très envie. Donc, évidemment, il faut toujours distinguer votre motivation, et on la prend évidemment en compte quand on vous accompagne, par exemple, mais il faut aussi la confronter à la réalité des choses. Et il ne s'agit pas de vous dire, oui, allez-y, pour qu'au final, vous soyez déçu pendant, voire en fin de parcours, quand vous avez tout donné. Donc vraiment, je pense que ça, c'est la première chose, c'est de bien comprendre que formation et VAE, c'est pas la même chose, c'est pas la même démarche, et que quand on s'inscrit dans une démarche de VAE, il faut avoir l'expérience en lien avec le diplôme que vous visez. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut lâcher votre ego. Alors lâcher votre ego, tout le monde n'est pas concerné, il y a des gens qui n'ont pas d'ego, mais il y en a quelques-uns. Et c'est pas un jugement de ma part, loin de là, moi-même j'ai mon ego, ceux qui me connaissent le savent, mais je crois que parfois il faut accepter de le mettre de côté, et simplement se dire ok, je prends en compte ce que les autres me disent aussi, ce que les gens dont c'est le métier me disent pour avancer à mon niveau, à mon rythme.
Et il y a parfois des solutions qui existent. Moi, souvent, je dis non sur les diplômes des gens parce que je veux pas les mettre dans des situations d'échec après, mais je leur propose des solutions. Cette solution, ça peut être, bah, finalement, si la VAE, c'est pas un dispositif adapté pour vous, c'est pas grave, partez sur une formation. Peut-être différer votre projet, le temps d'avoir l'expérience qui vous manque. Peut-être couper la poire en deux. Si vous n'avez pas du tout de diplôme et que vous voulez un master et qu'il vous manque une partie de l'expérience, ben moi je serai vous, j'essaierai déjà de tenter la licence et puis une fois que j'ai la licence, j'irai peut-être ensuite tenter le master. Vous voyez, donc il y a des solutions qui existent et elles sont personnalisées, elles sont personnalisables, donc n'hésitez pas à prendre des rendez-vous d'exploration, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous aider. Ils sont gratuits, mais c'est important de pouvoir vous le dire dès le début et de vous interroger sur le choix du bon diplôme, parce que pour moi, c'est forcément, si vous faites cette erreur-là au démarrage, ben, il y a peu de chances pour que vous alliez au bout, en tout cas que vous ayez la certification attendue. Deuxième erreur la plus fréquente, j'en parle très régulièrement, c'est de sous-estimer la difficulté de la démarche. Et là, c'est un vrai sujet, c'est que la démarche, elle vous demande du temps, de l'énergie, de la concentration, souvent des sacrifices. Et si vous sous-estimez ça au début, bah, ça va être compliqué pour vous derrière de tenir le rythme. Et finalement, peut-être même de... comment je vais dire ça, de subir votre démarche de VAE et de ne pas prendre du plaisir à la faire. Alors, déjà que c'est difficile, si en plus vous prenez pas un peu de plaisir quand vous le faites et que vous réalisez pas en quoi ça peut vous aider pour la suite, je trouve que c'est dommage. Et au-delà de ça, ça vous potentiellement, ça peut impliquer un abandon dans la démarche parce que vous serez découragé. Donc forcément, c'est vraiment à prendre en compte. Faites toujours attention, et ça, vous savez, je le dis constamment sur cette chaîne, je le dis systématiquement pendant tous les rendez-vous que j'ai avec mes candidats, du premier rendez-vous d'exploration gratuit jusqu'à tous les rendez-vous de la recevabilité. Et vous savez, même si je le dis, que je le répète, que je dis sous différentes façons, qu'on l'écrit, et ben il y a toujours des gens qui me disent ah mais je pensais pas que c'était aussi difficile, je pensais pas que ça demanderait autant de temps, parce que vous savez on a tous des filtres. Et puis on se dit, ah bah oui, quand moi je dis c'est 8 à 10 heures de travail par semaine pendant 6 à 8 mois, les gens ils entendent, oui, ça c'est pour les gens, mais c'est peut-être pas pour moi. Je suis pas en train de dire que ça va être votre cas, je suis pas en train... Voilà, mais je dis que souvent c'est un réflexe un peu humain de se dire, ok, mais même moi je pense que je l'aurais. D'ailleurs, j'ai sous-estimé moi-même le propre temps de ma démarche de VAE, alors que c'est mon métier. Donc je ne vous jette pas la pierre quand vous le faites alors que c'est pas votre métier. C'est parce que, mais ça c'est une loi un peu universelle, on pourrait revenir dans une autre vidéo, une loi un peu universelle de l'organisation et de la gestion de temps. Mais enfin, je crois qu'il faut vraiment faire très attention à ça, et en tout cas, l'anticiper, le planifier, l'organiser, parce que c'est pas insurmontable, hein. Il y a plein de gens qui arrivent, mais alors c'est vrai que ça se passe mieux quand ça se fait dans du confort, et pour tout le monde, à la fois pour vous, candidats, mais aussi même pour nous, accompagnateurs, donc c'est important. Troisième erreur, c'est décourager à la moindre contrariété. Alors je vous le dis dès le début, comme ça les choses seront claires, la messe est dite. Vous serez contrarié pendant votre démarche de VAE, c'est sûr. Il y a jamais aucun candidat où tout se passe absolument exactement comme ce qu'il aurait absolument exactement aimé. Voilà, c'est très très rare. Parce qu'il y a plein de problèmes. Alors c'est plus ou moins grave, vous allez me dire, il y a des sujets plus ou moins graves, plus ou moins contraignants, plus ou moins impactants. Il y a des histoires de timing, des problèmes de certificateur, vous pouvez rencontrer des difficultés perso, professionnelles, votre accompagnateur aussi, il peut y avoir un problème de sauvegarde informatique, il y a forcément des moments de découragement, de démotivation. Finalement, il y a plein de choses, il y a quasiment autant de contrariétés qu'il n'y a de candidats. Donc faites très attention à ça. Faites-vous la promesse dès le début du parcours de garder le cap, de travailler, de continuer quoi qu'il advienne, parce que vous serez confronté à des contrariétés. Donc si vous, c'est comme la gestion de temps et la charge de travail, si vous ne l'anticipez pas, vous allez être déçu et vous risquez derrière d'abandonner, de vous décourager. Ce serait dommage sur un aussi beau projet que ça. Quatrième erreur la plus fréquente, c'est de négliger la phase de recevabilité. C'est souvent une erreur des candidats qui partent seuls, parce que nous, accompagnateurs, on sensibilise, on explique, bien sûr. Et les candidats qui partent seuls, ils n'ont pas toujours comment dirais-je, cette vision-là, parce que c'est vraiment une vision, la phase de recevabilité. Souvent, on se dit, ah bah la phase de recevabilité, oui, c'est ce qui me donne le droit d'entrer dans la démarche de VAE auprès de mon certificateur. Et c'est vrai. Donc forcément que c'est important. Mais ce qu'on voit pas, c'est tout ce qu'il y a derrière. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que très souvent, bien sûr, c'est votre premier contact avec votre certificateur et votre image, elle est très importante, mais c'est que au-delà de ça,
c'est une étape de préparation qui est fondamentale pour vous, candidat. Ça vous permet de, déjà, poser vos motivations. Pourquoi vous voulez faire ce projet, cette démarche de VAE, et le fait déjà d'y réfléchir, ensuite de le poser par écrit, c'est souvent ce qui vous sert d'engagement à vous-même pour continuer la démarche. Donc ça, c'est très important. Et puis aussi de prendre conscience de cette démarche. Deuxième chose, ça vous permet vraiment de bien comprendre, bien analyser, bien mettre en rapport votre expérience avec le référentiel. Et ça, c'est un gage de succès qui est fondamental dans la démarche. Je vous en ai parlé un petit peu avant. Donc faites très attention à ça. Vraiment très très important. Et puis, troisième chose, c'est le début de l'introspection, c'est le début de la démarche introspective, de la démarche d'analyse de votre pratique. Vous allez commencer à poser toutes vos compétences, à vous rendre compte de tout ce que vous savez faire, à les mettre en contexte, en dimensionnement, et vous dire « Ah bah oui, tiens, je sais faire tout ça ». Et ça, c'est hyper important pour la suite, parce que ça vous donne déjà un peu confiance en vous, ça vous fait monter en énergie. Mais au-delà de ça, c'est gage de réussite pour la suite. Moi, je constate que plus la phase de recevabilité elle est bien faite, bien préparée, bien ficelée, meilleurs sont les candidats, parce qu'ils gagnent du temps derrière dans la méthodologie de la phase 2. Du dossier d'expérience finalement. Donc vraiment une étape très très importante à ne pas négliger. Cinquième erreur, ne pas dire je. Alors je vais aller assez vite sur ce point. Ne pas dire je, c'est à l'écrit, à l'oral. C'est vraiment l'un des attendus de la démarche. C'est pour montrer que vous vous appropriez vos compétences, que vous les mettez en lien avec votre pratique professionnelle à vous. J'ai fait vraiment une vidéo entière là-dessus, donc je vous invite je vous réfère à elle, évidemment, parce que ça va vous permettre de vous aider à comprendre pourquoi il faut dire je, pourquoi c'est important dans une démarche de VAE, pourquoi c'est même obligatoire, je devrais dire, et puis surtout comment faire si vous avez un peu de mal, parce que c'est un vrai problème pour, je vais dire, allez, 80-90% des candidats. Donc ça me semble normal de vous redire que ça c'est une erreur fréquente. Sixième erreur, c'est, à mon avis, la plus fréquente et la plus classique. C'est de se contenter de décrire sa pratique professionnelle au lieu de l'analyser. Vraiment, j'insiste, c'est peut-être l'erreur la plus répandue chez les candidats. Et particulièrement quand vous n'avez pas d'accompagnateur pour vous relire, vous corriger et vous sensibiliser à ça. Donc, très prudent, surtout si vous faites ça. On a tendance naturellement à raconter, décrire sa pratique professionnelle, voilà comment ça se passe, les acteurs, les machins, l'environnement dans lequel je suis, tout ça. C'est très bien, ça pose un contexte, c'est important pour le certificateur, le jury qui vous lit, de comprendre le contexte dans lequel vous évoluez, évidemment. Mais si vous vous arrêtez là, ça suffit pas. Et plus vous montez dans la graduation des diplômes, plus les attendus sont importants. Ce qu'on veut savoir, c'est pas simplement décrire ce que vous faites, c'est d'analyser votre pratique professionnelle. C'est-à-dire, pourquoi, pour quelles raisons vous faites ce que vous faites, et comment vous le faites. Et ça, c'est hyper important de vous le dire, dès le début, parce que très souvent, ça reste un peu en surface, et on ne creuse pas. Je prends un exemple pour que vous compreniez. Tout le monde a, j'imagine, une agence bancaire. Bon, si vous êtes en banque en ligne, peut-être pas, mais vous avez certainement su comment ça fonctionnait avant. Dans une agence bancaire, vous avez, je sais pas, entre 2, 3 et 10 conseillers en fonction de la taille de l'agence. Donc ces conseillers, ils évoluent dans le même cadre réglementaire, ils évoluent dans la même banque avec les mêmes procédures, et pourtant ils ont des pratiques professionnelles différentes. Bien sûr, ils respectent la loi et les procédures de leur établissement bancaire, mais leurs pratiques professionnelles personnelles, leur qualité humaine, leur qualité relationnelle, la façon dont ils organisent leur travail, la façon dont ils communiquent sur une information, un incident bancaire ou au contraire pour vous faire placer de l'argent, peu importe. Tout ça, c'est des compétences dont eux ils disposent et qui ne seront pas forcément les mêmes entre les uns et les autres. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment vous faites. Comment vous, tel conseiller au sein de l'agence, vous allez faire. Et ça, c'est très important de vous le dire, parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous contenter de me raconter le cadre réglementaire et puis les procédures. Oui, c'est bien, c'est un bon début, il faut le faire. Mais il faut aller un peu plus loin. Et ça va très en lien ce que je vous dis là, donc analyser sa pratique professionnelle, ne vous contentez jamais de dire je le fais parce que c'est les procédures, je le fais parce qu'on me demande de le faire, je le fais parce que c'est dans ma fiche de poste, parce que ça c'est du niveau 0 de l'analyse, excusez-moi de vous le dire. Non, ça va plus loin, c'est certainement vos expériences passées,
qui vous ont permis aujourd'hui d'arriver à votre pratique professionnelle. Et c'est ça qu'on veut essayer de percevoir, de comprendre dans votre livret quand on le lit en tant que jury. Erreur suivante, elle est très en lien, c'est de ne parler que du positif. Alors parler que du positif, ça arrive, il y a deux raisons. Il y a les gens pour qui tout se passe toujours bien, parce qu'ils ont un tempérament plutôt consensuel, stable, et puis ils font souvent, à mon avis, des compromis, des concessions, donc c'est super, si vous êtes dans cette catégorie de gens-là, c'est bien. Mais même si tout ce que vous faites c'est positif, il faut nous expliquer pourquoi c'est positif, parce que sinon on va pas comprendre. S'il y a trop de positif, c'est louche. Je dis pas de vous inventer du négatif, mais si c'est positif, il va falloir aller creuser. J'ai une candidate comme ça, j'ai une grosse pensée pour elle aussi, c'est Béatrice. Béatrice, tout roule toujours, il n'y a jamais de problème. Bah oui, parce que quand il y a un problème, en fait, elle le règle. Sauf qu'elle le règle de façon naturelle, pour elle, il n'y a même pas de problème. D'accord, mais dans une démarche de VAE, nous, ce qu'on veut voir, c'est comment vous vous y prenez, comment vous faites. Donc en fait, oui, il y a bien un problème, même si vous le réglez à la fin. Donc en fait, il faut un peu vous creuser, un peu vous poser et vous dire, ok, bah là j'ai fait comme ça, oui, mais c'est vrai que peut-être si j'avais pas fait ça, il se serait passé ça. Donc c'est bien le fait que j'ai fait de cette façon que j'ai réussi à surmonter par exemple une difficulté, un problème, un obstacle que j'ai pu rencontrer. Ça, c'est vraiment important de vous le dire. Donc, première catégorie, les gens pour qui tout se passe toujours bien parce qu'ils se rendent pas compte que finalement ils gèrent les trucs. Et puis, les autres, dont je fais partie, les gens qui qu'on fait plein d'erreurs, qui ont eu des échecs, et qui parfois se disent « Ah, mais je peux pas dire ça dans un dossier de VAE pour valider mon diplôme, j'ose pas, nanana, etc. » Au contraire, c'est vos erreurs d'avant qu'ont fait le professionnel d'aujourd'hui que vous êtes. Et ça, je crois que c'est hyper fort dans une démarche de VAE que d'être capable d'analyser ce qui a dysfonctionné à un moment, la prise de conscience que vous avez eue, le plan d'action que vous avez mis en place derrière pour surmonter ça, et d'analyser le professionnel que vous êtes devenu. Je prends un exemple classique, c'est le manager. Alors, il y a des bons managers tout de suite, ils sont rares, et il y a aussi les bons managers qui sont devenus bons managers parce qu'ils étaient mauvais. Et ils ont fait des erreurs avec les gens, ils ont fait des erreurs avec, finalement... comment je peux dire ça? Oui, les gens. Et ils ont tiré enseignement, finalement, comment je veux dire ça? De leur passé, voilà, de leurs erreurs, pour devenir le professionnel qu'ils sont aujourd'hui. Voilà. Donc, ne parlez pas que du positif. D'ailleurs, ça va même plus loin, c'est parler des erreurs et des échecs pour aller vers le positif, parce que c'est ce qui vous fait grandir et vous améliorer. 8e point, refuser d'accepter que la VAE, c'est aussi un peu de théorie. J'ai baptisé cette erreur-là le syndrome de Fabrice. Si tu nous regardes, Fabrice, je sais qu'il regarde de temps en temps les vidéos. Déjà, je t'embrasse, mais tu vois que je me sers de ton expérience pour le plus grand nombre. Fabrice, c'était un candidat qui était positionné sur une licence et qui m'avait dit dès le début, Julien, je veux bien accepter tous les conseils que tu me donnes, mais je n'ouvrirai jamais un livre. Parce que moi je fais une VAE parce que c'est professionnel et sinon j'aurais fait une vraie licence. Bon. C'est pas faux de lui avoir dit tout au long du parcours, Fabrice, en licence, il faut ouvrir des livres. Alors bien sûr, vous avez tout un tas de ressources que vous pouvez utiliser, des conférences, des TEDx, des formations, des MOOC, des vidéos, des ressources multimédia, la presse en ligne, etc., etc. Mais ça remplace pas une démarche scientifique d'un auteur, d'un chercheur, qui sont finalement théorisées et mises dans des livres. Donc il faut accepter que, surtout sur des niveaux licence, master, mais pas que, il y a une part de théorie qui est importante et qu'il faut aussi la mettre en relation avec votre expérience. Pour la petite histoire, Fabrice, le jour du jury, il a fait un super jury parce qu'il avait un très bon dossier et que c'était un très bon candidat, mais ils lui ont dit non, si vous voulez votre licence, on va vous donner un DUT, mais si vous voulez votre licence, vous nous faites une démarche bibliographique et vous nous faites vous allez lire quelques livres et vous allez nous donner les enseignements de ces livres dans votre démarche de VAE. Alors, c'était un peu chiant sur le coup pour Fabrice. Au final, il repart avec un DUT et une licence. Mais j'ai trouvé que la démarche du jury, elle était malicieuse parce qu'ils ont réussi à faire prendre conscience aux candidats que c'était leurs attendus à eux. Et il faut que vous l'ayez en tête, ça vous épargnera du stress et un petit moment de découragement à l'annonce du résultat. Tous les jurys ne feront pas ça, mais sachez que certains auraient pu d'ailleurs
invalider complètement en disant c'est pas les attendus, attention, hein. Je le prends à la rigolade et voilà, mais j'en profite pour vous refaire ce point-là. Non, non, c'est vraiment un attendu important de la démarche de VAE, notamment sur les diplômes du supérieur, mais pas que, parce que si vous arrivez à mettre quelques apports théoriques, quelques méthodologies, quelques outils, euh, quelques méthodes finalement, méthodologie un peu, vous savez, il y a plein de petits outils qui existent, il y a plein de théories qui existent. Si vous arrivez à mettre ça dans un dossier, bah, ça montre que vous avez fait vos recherches, vous avez fait vos devoirs, et que vous tendez vers le niveau intellectuel qui est demandé par le diplôme, au-delà des compétences. Neuvième erreur, c'est le manque de neutralité. Manquer de neutralité, c'est une erreur qui peut vous être fatale parce que dans un dossier VAE, si vous êtes dans le jugement, si vous êtes dans le rejet de votre responsabilité, ça fait souvent tiquer les jurys et à tort. Donc il y a une règle qu'il faut à tout prix vous imposer, c'est qu'on ne critique jamais une personne ou une entité. On peut éventuellement regretter des procédures, voilà, des dysfonctionnements, des choses comme ça, mais sans jamais mettre la responsabilité sur des gens ou sur votre patron ou sur votre entreprise. C'est vraiment particulièrement vrai ce point-là pour les candidats qui arrivent un peu frustrés. Alors il n'y a pas de jugement de ma part, je vous rappelle que tout est bienveillance, mais il faut quand même parfois aussi vous dire les choses pour que vous preniez conscience. C'est vrai que quand vous arrivez après une période difficile au boulot, qui a pu s'achever par une démission, un licenciement, une rupture conventionnelle, un burn-out même parfois, enfin voilà, des choses difficiles finalement. C'est compliqué d'enlever un petit peu la part émotionnelle qu'on a naturellement dans ce type de situation qui est normal. Et l'écriture peut d'ailleurs vous aider, hein. L'écriture peut vous aider à prendre un peu de distance et à faire le deuil finalement d'une expérience. Mais c'est aussi difficile, il faut le savoir. Et donc, faites très attention, surtout si vous n'avez pas d'accompagnement, à pas écrire un truc que vous pourriez regretter. Moi, quand je vois un truc qui me gêne, je le dis à mes candidats, je dis attention, là, tu prends un risque. Voilà, donc si tu veux y aller avec ce risque-là, c'est toi qui l'assumes, hein, c'est toi qui seras devant le jury, moi je ne serai pas là. Mais faites toujours très très attention à ce que vous dites, la façon dont vous le dites. Je pense à plein de candidats, j'ai plein de candidats en tête, parce qu'on a tous parfois un peu de ressenti, un peu de rancœur, un peu de sentiments un peu négatifs. Il ne faut pas qu'ils transposent non plus dans votre livret. Ou alors, non, il ne faut pas qu'ils transposent, c'est l'idéal. Dixième point, dixième erreur la plus fréquente, c'est de ne pas se préparer suffisamment à l'oral. Je vais rajouter suffisamment parce que j'avais une se préparer à l'oral, mais le vrai terme, c'est ne pas se préparer suffisamment à l'oral. C'est une double dimension, l'oral. Bien sûr, il y a le fond, c'est-à-dire le fond, c'est votre pratique professionnelle, ce que vous faites, vous maîtrisez, c'est votre expérience, vous avez fait tout un livret dessus à la fin quand vous vous présentez à l'oral. Il y a la forme aussi, ça se prépare en fonction des conditions de votre certificateur, et bien sûr qu'il faut travailler, réviser, s'entraîner sur ces points-là, mais c'est 20% du taf. 80% du taf, c'est le reste, c'est la gestion de vos émotions, de votre stress, finalement de votre assertivité, c'est-à-dire comment je m'affirme, simplement, sereinement, comment je reprends une position professionnelle face à un jury de professionnels pour rester dans un rapport de force qui soit équilibré, là où parfois ils veulent vous mettre professeur, étudiant. Non, non, on est ensemble, professionnel, et ça c'est hyper important. C'est à mon avis 80% du boulot de préparation, il n'y a pas de secret, plus vous vous préparez, plus vous vous entraînez, mieux ça fonctionne. Onzième point, il est délicat, je vais essayer de le dire avec beaucoup de bienveillance, mais c'est ou avoir le melon, ou au contraire ne pas avoir suffisamment confiance en soi. Et je dirais que statistiquement, dans mes propres accompagnements, 2 tiers des validations partielles ou des non-validations, c'est ça. C'est-à-dire, alors ça laisse un tiers qui n'est pas ça, hein. Il y a d'autres choses qui se passent dans un jury VAE, ça c'est sûr. N'interprétez pas, c'est pas parce que je vous dis c'est 2 tiers que c'est comme ça que c'est forcément ça, mais c'est souvent le cas. Et soit il y a 2 attitudes qui sont vraiment compliquées. Alors à l'écrit bien sûr, mais encore plus, encore vraiment évidemment plus visible à l'oral. C'est où le candidat qui arrive un peu conquérant, qui peut même parfois prendre un peu de haut le jury, en disant bah, finalement moi j'ai les compétences, et puis quand je vois les gens qui sortent de votre école ou de votre BTS ou de votre université, etc., bah, ils n'ont pas mes compétences à moi. Ça a été, pour certains de mes candidats, éliminatoire.
et c'est pas faute de les avoir prévenus en amont qu'il fallait qu'ils surveillent leur ego. Soit on a des candidats qui, au contraire, sont même pas convaincus eux-mêmes qu'ils peuvent prétendre au diplôme. Et forcément, comment convaincre quelqu'un si vous-même vous n'êtes pas convaincu? Et ça, c'est aussi l'histoire de confiance en soi, d'estime de soi, etc. Donc vraiment, soyez très très vigilants par rapport à ça. Je vous invite à faire attention et à positionner le curseur, trouver l'équilibre entre suffisamment d'assurance parce qu'il en faut, et suffisamment d'humilité parce qu'il en faut aussi. 12e point, 12e erreur, c'est de ne pas prendre d'accompagnement. Et je ne pouvais pas conclure ce florilège d'erreurs sans penser à cette erreur-là. Moi, je crois que tout le monde devrait se faire accompagner. Je l'ai déjà dit dans la vie, que ce soit par le coaching, par la thérapie, par d'autres modes, d'autres formes d'accompagnement, parce que ça vous permet d'aller plus vite, plus loin, d'y aller plus facilement. Et donc, forcément, en VAE, je suis convaincu de la même chose. Et je vais même aller plus loin. C'est-à-dire, même les meilleurs candidats, ceux qui n'auraient presque pas besoin d'accompagnement parce qu'ils ont un degré d'autonomie à l'écrit, à l'oral suffisant pour se lancer dans une démarche de VAE, même eux, c'est utile, c'est bénéfique d'avoir quelqu'un qui les aide à challenger leurs analyses de pratique, leurs analyses d'expérience. Parce que le diplôme, le bénéfice de la démarche, il va être forcément beaucoup, beaucoup plus impactant. Et au-delà du diplôme, ça va souvent en lien avec vos objectifs, que ce soit des objectifs d'employabilité ou même de reconnaissance personnelle. Donc vous allez pouvoir booster finalement l'impact de la démarche VAE en vous faisant accompagner. Et ça, je crois que c'est vraiment, vraiment important. Et puis pour tous les gens qui ont des difficultés, qui ont besoin d'être accompagnés, bah là, c'est important de le faire. Souvent, j'ai des candidats qui essayent seuls et qui reviennent vers nous après en disant bah, j'ai pas réussi et j'ai besoin d'aide. Et il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide, au contraire, il faut demander de l'aide. Moi-même, je me suis fait accompagner pour ma VAE et je suis accompagnateur VAE. Donc, je crois que c'est important de se le dire et de se le redire. Voilà, encore une vidéo bien longue, c'est pas grave, j'espère qu'elle vous est utile. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à mettre j'aime, à partager cet épisode, à suivre notre chaîne. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre newsletter, et pour ça je vous donne rendez-vous sur notre site internet qui est directement en lien dans la barre d'infos. Ça vous permettra de recevoir encore plus de contenu exclusif. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo un petit peu particulière que j'attends avec impatience. Donc je vous invite à rester connectés parce qu'on vous prépare une belle surprise avec une nouvelle offre d'accompagnement. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais vous allez prochainement, dès le début de semaine prochaine, recevoir des infos. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. D'ici là, donc je vous donne rendez-vous vendredi en vidéo et avant sur les réseaux sociaux pour notre nouveau projet. Et puis d'ici là, portez-vous bien, bonne fin de semaine, bon week-end, je vous embrasse.